Je n'ai pas fait le choix de ne plus avoir de voiture. En fait, j'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture qui m'appartienne et de ne plus posséder une voiture. Donc je trouve que c'est pas la même chose parce que certaines personnes pensent que parce qu'on n'a pas de voiture, on ne peut plus jamais en utiliser. Et en fait, c'est pas du tout vrai, c'est juste que j'en utilise uniquement quand j'en ai vraiment besoin et dans ces cas-là, souvent la voiture est la seule option. Bienvenue dans Éco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Pour ce 4e épisode au sujet des générations éco-conso, on s'intéresse à la mobilité. Direction Bruxelles pour rencontrer Isabelle et ses 2 fils qui roulent à vélo pour leur trajet quotidien tous les 3. Avec Isabelle, on a discuté de la question du partage de voitures, de la charge que peut représenter la possession d'un véhicule, des avantages reçus quand on rend sa plaque, du vélo en ville, de la place du cycliste sur la voie publique et bien sûr du coaching de ses fils dans la circulation bruxelloise. Ensuite, on retourne en Wallonie et plus précisément à l'école communale de Godin qui a pris part au projet Émile le serpent mobile initié par la SBL Empreinte. Le directeur de l'école nous expliquera les bienfaits du projet et évoquera aussi le brevet du cycliste proposé par l'association ProVélo. Génération Éco-Conso, c'est parti, épisode 4. Nous sommes attendus par Isabelle dans sa jolie maison à Schaerbeek. Cette maman solo a 2 fils de 13 et 9 ans. Tous nous accueillent chaleureusement. Un bon café à la main, la rencontre commence. Bonjour Isabelle, merci beaucoup de nous recevoir chez toi à Bruxelles. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton parcours? Comment est-ce que tu as mis un pied dans tout ce qui est éco-consommation et mobilité active? Alors j'ai sans doute un parcours un peu particulier puisque moi j'ai commencé mon parcours de mobilité, je dirais, par une bonne douzaine d'années de voitures de société. Donc j'ai eu cette chance, je pensais au début, en tout cas cette contrainte, comme je m'en suis rendu compte à la fin, de bénéficier d'une voiture de société pendant longtemps. Et donc pendant tout ce temps-là, je n'ai absolument fait aucune démarche pour aucun autre mode de déplacement. Je me suis pas posé de questions, je profitais de ce que j'avais comme opportunité et puis voilà, c'était à peu près tout. Et puis j'ai quitté cet emploi-là et donc je me suis retrouvée sans voiture. Du jour au lendemain à peu près, et donc la première chose que j'ai faite c'était de me racheter une voiture parce que je pensais que c'était une évidence, parce que je pensais que j'en avais besoin, voilà, ça faisait partie un petit peu du processus aussi de deuil sans doute, mais très très vite je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas un grand usage de cette voiture et qu'elle me coûtait très cher, évidemment on ne s'en rend pas compte quand on a une voiture de société. Et au bout d'un an à peine, j'avais déjà décidé de la mettre en partage en fait. Donc j'ai très très vite commencé à partager cette voiture. Mais il y a eu quand même une étape intermédiaire, c'est que j'ai découvert les autres modes de déplacement, notamment le vélo, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait toute une série de trajets que je pouvais faire autrement qu'en voiture, et donc j'ai exploré pendant une année. Donc il y a eu un déclic, c'était une formation en écopédagogie où il y avait un module sur la mobilité où on a recalculé les trajets en voiture, en train, à vélo, etc. Et donc je me suis rendu compte aussi du coût de la voiture, mais aussi des contraintes que ça apportait. Et donc ça a été vraiment à l'origine de mon début d'autopartage. Sachant que l'autopartage, il y a plus de 10 ans, n'existait plus, pour ainsi dire pas, en fait. C'était vraiment le tout début. Je ne connaissais absolument personne qui avait déjà partagé sa voiture. Je pense qu'à Bruxelles, il devait y avoir 3-4 personnes. Mais j'aime encore bien tester des systèmes qui n'existent pas encore vraiment. Et donc, je me suis jetée à l'eau assez vite. En 2-3 mois, j'ai fait les démarches. Et donc, j'ai partagé cette voiture pendant 10 ans. Alors partager sa voiture, on ne sait le faire que si on a d'autres moyens de se déplacer évidemment, puisqu'il faut qu'elle soit disponible pour les autres personnes. Et donc j'ai alterné vélo, transport en commun, mais surtout le vélo en fait, parce qu'une fois que j'ai découvert que les trajets à Bruxelles étaient faisables à vélo, les transports en commun n'avaient plus autant de succès, il faut dire. Donc tu as fonctionné pendant 10 ans en partageant ta voiture. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment ça se passait avec les voisins qui l'empruntaient ? Mais donc chaque personne qui voulait intégrer le groupe d'autopartage devait donc s'inscrire auprès de l'assureur, puisque j'avais une assurance d'autopartage qui est
prévu dans le système d'autopartage. Donc moi j'ai partagé ma voiture avec ce qui s'appelait au début Autopia, qui est devenu entre-temps Cozy Car et qui maintenant s'appelle Cozy Wheels. Ce qu'il y a de bien avec cette assurance, c'est qu'elle considère que tous les utilisateurs de la voiture ont les mêmes droits et les mêmes obligations vis-à-vis de la voiture, donc ils sont tous conducteurs principaux. Donc moi j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire que je trouvais intéressant de partager ma voiture, mais en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité d'une certaine manière. C'était pas c'était la mienne, c'est vrai, mais en tout cas on était tous voilà, si quelqu'un avait fait un accident en tort avec ma voiture, c'est lui qui aurait eu un problème un bonus malus qui aurait diminué. Moi j'aurais pas été impactée par exemple. Donc les personnes devaient s'inscrire là-bas, je signais un petit contrat, on avait un petit contrat type sur les modalités de partage, et puis en 2-3 jours c'était réglé, donc ça pouvait vraiment commencer très vite. Et concrètement, on a utilisé un agenda Google, un agenda partagé pendant les 10 ans. Donc c'était un agenda que je modifiais moi-même. Donc les personnes qui avaient besoin de la voiture m'envoyaient un message, un mail ou un SMS, ou ils me téléphonaient, ils me disaient quand ils avaient besoin de la voiture, je le notais, mais tout le monde avait accès à cet agenda pour voir quand la voiture était libre ou occupée. Et donc à chaque fois que quelqu'un l'utilisait, on se parlait en fait, tout simplement, hein, ça marche bien aussi ça. Donc on s'échangeait la clé, c'était l'occasion de parler un petit peu, et donc ça fonctionne plutôt bien. D'autant que finalement ce sont devenus des amis, tous ces gens avec qui j'ai partagé ma voiture. Pour le reste, au niveau financier, c'est moi qui payais tout. Et puis, chaque personne payait une provision tous les mois pour le nombre de kilomètres qui était estimé à l'avance. Et au bout de tous les 2-3 mois, généralement, j'essayais de faire un petit relevé du nombre de kilomètres qui a été parcouru par chacun. Et alors, je réajustais les provisions, ou je remboursais, ou ils me payaient les éventuels suppléments. Les entretiens aussi étaient partagés ? Les entretiens faisaient partie du coût de la voiture, et donc c'était intégré dans dans l'ensemble des coûts, et puis réparti aussi de la même manière. En fait, je prenais tous les coûts de l'année, et puis je divisais par le nombre de kilomètres qu'on avait parcouru tous ensemble, et ça nous donnait un prix au kilomètre qui était donc répercuté sur chacun. Et donc là, il y a quelques mois, tu as rendu ta plaque ? Oui. Quand on rend sa plaque, on a certains avantages, je crois ? Oui, donc j'ai bénéficié de la prime bruxellaire. Effectivement, je pense que j'ai reçu un budget de 900 € de mobilité, donc c'est quand même beaucoup. Grâce à ça, j'ai pu me prendre un abonnement Stib. J'ai repris des Rail Pass, des Go Pass pour voilà, j'en ai pris quelques-uns, comme ça j'en ai pour quelques temps. Et puis j'ai aussi un budget Cambio qui a été alloué. En fait, on peut choisir la part qu'on réserve plutôt à Cambio, plutôt à la Stib, plutôt à un autre, et il y a un système un peu flexible qui s'appelle Modalizy qui permet de réserver un budget, par exemple, moi je sais plus très bien combien j'ai mis, mais dans les 500 €, et ce budget alors peut être réparti entre Stib, SNCB, certaines des taxis, même des loueurs de trottinettes, donc il y a toute une série de choses, mais je peux l'utiliser un peu à la carte, donc c'est pas mal. Donc maintenant, plus de voiture, comment ça va ? Alors plus de voiture, c'est vrai que c'est... au début, je me disais, qu'est-ce que ça change ? Là, à l'usage, ce que ça change vraiment en difficulté, c'est que j'ai plus cette possibilité d'anticiper aussi bien qu'avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus difficile pour moi. Par contre, quel bonheur de ne pas devoir m'inquiéter quand il y a des panneaux d'interdiction de stationner. Et ça m'arrive encore souvent d'avoir un petit sursaut, de me dire... Ma voiture, ah ben non, j'en ai plus. Et donc, je dois pas m'inquiéter parce qu'il y a une brocante dans la rue d'à côté. Je sais qu'elle n'y sera pas, c'est sûr. Toutes les contraintes de la possession de la voiture sont vraiment... c'est vraiment un plaisir de plus les avoir, en fait. De plus devoir planifier un entretien, de ne pas savoir voilà ce que va me coûter une voiture si jamais il y a un problème, de pas devoir la parquer. Du coup, mes solutions, effectivement, de remplacement sont des solutions souvent avec parking et avec un lieu précis où je peux remettre la voiture. Et donc, je ne dois pas chercher une place de stationnement. Ça, c'est vraiment un énorme avantage. Je dois encore, je crois, trouver les bons filons. Je suis peut-être pas encore très stabilisée à ce niveau-là. Peut-être un groupe d'autopartage qui me permet un peu plus de flexibilité, où je peux faire des trajets plus longs, parce que celui dans lequel je suis souvent, elle préfère qu'on fasse pas trop de kilomètres avec la voiture, donc peut-être pas trop pour les trajets hors Bruxelles, alors qu'en fait, moi, c'est là que j'en ai besoin, parce que ma famille habite en Wallonie, donc j'ai besoin de la voiture plutôt pour sortir de Bruxelles que pour y rester, donc voilà. Justement, ta famille, tes amis, quand
quand t'as rendu ta voiture, quand t'as rendu ta plaque, est-ce qu'ils ont une réaction spéciale ou bien... Je pense que vu le processus dans lequel j'étais depuis quelques années, déjà partager sa voiture, déjà les gens ils trouvent ça bizarre et ils sont surpris. Mais moi j'y arriverai jamais. Mais moi j'en ai besoin. Mais moi j'aimerais pas ne pas avoir à la voiture quand j'en ai besoin. Enfin voilà, donc il y a déjà, je trouve qu'il y a une étape en fait, et cette étape moi je l'avais déjà passée, c'est-à-dire que j'avais déjà pas de voiture pendant tout un temps, toute une période et des moments. Ma voiture partait pendant 15 jours en vacances, je ne l'avais pas à ce moment-là, donc j'avais déjà vécu ça. Donc finalement la surprise n'a pas été tellement importante. Ici au fur et à mesure où j'en parle, les gens disent ah bon, et puis c'est à peu près tout parce qu'ils se sont habitués. J'ai plus des propositions d'amis qui ont des voitures et qui me proposent de ne pas hésiter à leur demander si j'ai besoin d'une voiture de temps en temps, parce que eux ne sont pas nécessairement prêts à partager de façon formelle leur voiture. Par contre ils sont capables de s'en passer ponctuellement, et donc voilà, je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts à prêter, enfin prêter dans ce cas-ci c'est louer, parce que je paye évidemment les kilomètres que je fais avec leur voiture, mais je trouve qu'il y a une grande ouverture par rapport à ça, de me dire j'ai quand même 4-5 voisins dans mon quartier qui me disent il n'y a pas de problème, tu peux demander quoi. Je n'ai pas fait le choix de ne plus avoir de voiture, en fait j'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture qui m'appartienne et de ne plus posséder une voiture. Donc je trouve que c'est pas la même chose, parce que certaines personnes pensent que parce qu'on n'a pas de voiture, on ne peut plus jamais en utiliser. Et en fait, c'est pas du tout vrai, c'est juste que j'en utilise uniquement quand j'en ai vraiment besoin, et dans ces cas-là, souvent la voiture est la seule option. Donc moi je suis pas contre les voitures, je n'ai juste pas besoin d'en avoir une en permanence, et il y a des tas de trajets que je peux faire sans. Donc ne plus l'avoir me permet par contre d'aller encore un pas plus loin dans d'autres solutions, notamment partir en vacances en train ou en covoiturage. Et donc quand tu vas voir ta famille en Wallonie, tu loues, comme tu dis, à tes voisins une voiture? Oui, donc je vais chaque fois avec une voiture différente, c'est assez rigolo. Une fois une très grosse, une fois une toute petite, ça dépend, parfois une cambio. Donc c'est vrai que c'est assez variable. Parfois je vais aussi en train, mais alors j'essaye que le train ne soit pas, de ne pas reporter sur les autres mon choix de ne plus avoir de voiture. Donc je veux pas aller, par exemple, chez ma maman. Si je vais en train, c'est elle qui doit faire beaucoup de kilomètres pour venir nous chercher et nous reconduire à la gare. Et donc ça, je trouve pas ça très juste. Donc j'essaye, quand je vais chez elle, d'avoir plutôt une voiture en prêt, en location, en partage. Ça dépend de la formule. J'imagine que financièrement, tu vois une grosse différence? Alors je ne sais pas, je n'ai pas encore vraiment bien calculé les choses. Pour le moment, je ne paye pas grand-chose en voiture, puisque j'ai encore ma part de primes bruxellaires qui couvre notamment mes usages cambio. Après, chaque fois que je fais un trajet, j'ai une vue très précise sur ce que ça me coûte, puisque je fais un aller-retour chez ma maman, ça me coûte 75 €. Voilà, et je le sais. Donc c'est vrai qu'on a une conscience plus importante sur le coût des déplacements quand on les paye au fur et à mesure. Quels sont tes trajets quotidiens? Alors les trajets quotidiens, c'est pour aller travailler, aller chercher les enfants. Enfin, mon aîné est grand, donc je n'ai plus besoin d'aller le chercher, il se déplace lui tout seul. Mais j'ai encore le petit que je dois aller chercher, qui lui est à l'école pour le moment à Uccle. Les courses, etc., je les fais relativement près de chez moi, donc j'ai souvent des tout petits trajets. Je fais plus de grosses courses à l'ancienne où il faut prendre sa voiture pour aller faire ses courses. Je répartis un petit peu mes charges de courses sur les trajets que je fais déjà. Voilà, globalement, les déplacements vers les clubs de sport, les déplacements pour aller voir des amis, il y en a quand même beaucoup des déplacements. Et avec les enfants, concrètement? Alors avec les enfants, l'aîné est autonome, il prend le tram, il prend son vélo de façon autonome dans tout Bruxelles, donc lui il est au point. Mais il n'a pas toujours été, forcément. Au tout début, quand j'ai commencé le vélo, j'ai acheté une 3e roue, donc c'est cette espèce de roue additionnelle qu'on attache à la tige de selle du vélo adulte. Et pour le moment, je l'utilise encore avec le petit, même s'il commence à devenir un peu grand, mais pour les grands trajets, je préfère cette solution-là. Ce qui m'évite de devoir le coacher sur la route, et puis surtout qui lui permet de moins pédaler de temps en temps. Donc ça fonctionne assez bien pour des trajets un peu plus longs. Quand on traverse vraiment toute la ville, ça c'est idéal. Quand on fait des petits trajets vers le club de sport ou chez des amis, alors il est aussi sur son vélo, et donc on se débrouille bien. Ils sont tous les deux très très forts sur leur vélo. Ils aiment bien rouler à vélo? Ils aiment bien, oui.
Ils sont demandeurs. Après, l'aîné, lui, il aime bien aussi prendre le tram, pour aller à l'école parce que c'est plus facile, parce qu'il peut envoyer des messages, recevoir des messages. Donc voilà, il y a une autre dimension qui s'ajoute, mais il prend quand même son vélo pour presque tout, pour tous ses déplacements pour aller au sport, etc. Donc ça reste quand même un moyen de transport privilégié chez nous. T'as jamais opté pour un backfit ou quelque chose comme ça? Non, parce que les backfits sont arrivés quand ils étaient déjà plus grands, et moi j'ai quand même la sensation que c'est plutôt pour les petits. Après, ça pourrait être pour transporter des choses, mais moi je ne transporte pas grand-chose dans Bruxelles que je ne sais pas faire avec mes 2 sacoches et éventuellement une caisse accrochée sur mon porte-paquet. Donc j'ai jamais vraiment eu besoin de transporter des grosses charges. Et quand c'est vraiment le cas, je loue une voiture ou j'utilisais ma voiture jusqu'à peu, en fait. Si on revient sur le moment où tu as commencé à prendre le vélo dans Bruxelles, est-ce que tu as fait une formation ou tu t'es lancé dans la circulation qui est pas toujours évidente à la capitale? Ah, c'est vrai que la circulation, c'est tout un challenge à Bruxelles. Non, je me suis pas lancée toute seule. J'ai en fait participé à Bike Experience. Ça m'a vraiment permis de passer le cap, puisque on recevait une formation dans la circulation, une petite formation théorique et puis une formation pratique dans la circulation. Et alors, avec le système de l'époque, pendant 3 jours, j'avais un coach qui faisait les trajets avec moi. Et donc, le coach venait me chercher presque devant ma porte, et puis on faisait le trajet jusqu'à l'école des enfants. Enfin, mon aîné était encore petit à ce moment-là. Et donc on faisait le trajet ensemble, et puis le soir on se donnait rendez-vous à l'école, il refaisait le trajet avec moi. Donc on a fait ça pendant 3 jours, et en fait au bout de 3 jours on avait choisi le meilleur trajet, le moins désagréable, je veux dire, donc qui traversait un parc plutôt que de prendre un endroit où il y avait beaucoup de circulation, en fait c'est surtout les déclics de ne pas suivre le trajet qu'on ferait en voiture qui était vraiment essentiel dans cet apprentissage, c'est-à-dire se rendre compte qu'à vélo on peut faire des trajets qui sont tellement plus agréables qu'en voiture, et donc d'essayer en 3 jours on en teste 3 en fait, et puis au bout du 3e généralement on a trouvé celui qui nous convenait, et donc après ça moi j'ai plus arrêté, mais ça a vraiment suffi pour continuer. L'année d'après, je suis devenue coach, donc j'ai fait l'accompagnement d'une maman. C'était aussi très sympa. Donc là, c'était le contraire. J'avais une formation pour coacher, pour accompagner, ce qui m'a beaucoup servi aussi pour accompagner les enfants quand ils ont commencé à rouler sur la route seuls. Et puis l'année d'après, j'ai commencé à travailler chez ProVélo, qui était donc l'organisateur de Bike Experience. Donc c'était assez rigolo comme progression. Je ne savais pas au début en fait que c'était ProVélo qui proposait Bike Experience. Donc c'était très sympa comme évolution. Et justement, coacher les enfants dans la circulation, ça s'est bien passé? Ça se passe toujours bien, parce que mon plus jeune est encore un peu distrait sur la route, donc je continue à le coacher de très près chaque fois qu'on prend le vélo. Ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que moi j'ai mis en place des codes avec eux, c'est-à-dire que je roule toujours à leur gauche et un peu en retrait vers l'arrière, comme ça je peux toujours les protéger d'éventuelles voitures qui ne feraient pas ce qu'il faut, parce qu'il y en a. Et je peux surtout aussi leur donner des instructions, et ils m'entendent. Si je suis devant, en fait, ils ne m'entendent pas. Et donc je sais toujours exactement ce qu'il faut. Et au carrefour, alors je remonte la circulation pour être à leur hauteur. Maintenant, mon aîné, lui, il est loin devant, et puis je reste avec le petit derrière. Mais c'est vrai que ça demande une rigueur. En fait, les enfants, moi, sont toujours à droite, et donc ils le savent. Donc il y a vraiment des codes à avoir pour que les enfants sachent exactement ce qu'on attend d'eux à chaque moment, mais sinon ça se passe très très bien en fait. Bon, c'est vrai que je leur parle beaucoup, je donne beaucoup d'instructions, et donc si on m'écoute sur mon vélo, on doit se demander si je suis pas un peu folle, mais et parfois ça m'arrive avec des adultes de donner le même genre d'instructions pour être sûr qu'on aille dans la même direction, qu'il y en ait pas un qui tourne à gauche alors qu'il est positionné à droite. Donc c'est assez rigolo. J'ai un peu moins l'habitude de circuler avec d'autres adultes, on va dire. Et donc le plus grand qui a 13 ans, il est tout à fait autonome. Oui, mais le moment vraiment qui a marqué le coup, c'est quand il a passé son brevet du cycliste à l'école. Quand il était plus petit, je me disais, qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant est prêt? Est-ce qu'on le laisse partir? C'est un stress malgré tout. Mais ici, en l'occurrence, moi j'ai confiance en lui. Et donc il a été tellement coaché, je lui ai tellement expliqué combien la prudence, il devait l'avoir aussi pour tous ceux qui l'entourent. De fil en aiguille, en ayant fait tout ce travail de coaching pendant des années, c'est vrai que je sais qu'il sait le faire.
Mais lui a eu besoin d'avoir son brevet en main pour oser prendre son vélo seul dans la circulation. Donc c'était assez rigolo parce que lui-même a dit mais non, mais quand j'aurai mon brevet, alors je ferai le trajet seul. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement. Il a attendu d'avoir ce brevet. Et puis il m'a dit mais si, je vais revenir seul. Et donc là, ça fait déjà 2-3 ans maintenant qu'il revient seul. Donc tu as commencé à rouler à vélo environ en 2013. C'est ça. Est-ce que tu vois une différence au niveau des aménagements, mais aussi du nombre de gens qui sont à vélo ? Ah oui, ah oui. En 2013, pourtant, j'étais pas dans les premières, mais il y avait encore vraiment très très peu de cyclistes. Et au fil des années, vraiment, il y a eu un changement. Une augmentation qui a été progressive et qui, dans les premières années, ne se voyait pas très fort. Alors effectivement, le Covid a amené un changement fondamental là-dedans. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mes amis qui étaient plus ou moins convaincus mais qui n'avaient pas encore passé le cap, l'ont passé à ce moment-là. Et donc la période qui a suivi a vraiment vu un nombre de cyclistes assez important et on le voit sur la route parce qu'on doit souvent être à la queue leu au feu rouge. Je pense par exemple à la piste cyclable qui a été créée sur la petite ceinture, qui n'existait donc pas à ce moment-là et qui est déjà surchargée. Et donc, alors il n'y a pas que des cyclistes, il y a aussi beaucoup de gens en trottinette. Il n'y avait pas non plus de trottinette il y a 10 ans. Mais malgré tout, ça reste un espace qui, auparavant, était réservé à la voiture. Et donc, ça montre quand même qu'il y a une grosse évolution. Il y a vraiment beaucoup plus tous les aménagements maintenant prévoient des pistes cyclables, donc il y a quand même beaucoup plus de facilité. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent à se lancer, qui ont aussi une famille comme toi avec des enfants et qui n'osent pas franchir le pas de prendre le vélo au quotidien? Alors déjà au niveau du matériel, je trouve qu'il y a une multitude de nouveautés qui sont sorties ces dernières années et qui permettent vraiment aux familles avec enfants de se déplacer en sécurité. Il y a beaucoup plus de possibilités qui sont offertes, les vélos électriques aussi, les vélos assistance électrique qui permettent aussi de faire des distances plus longues, éventuellement de tirer les enfants. Moi personnellement, je suis passée au vélo assistance électrique quand j'ai commencé à conduire mes enfants dans tous les coins de la ville. Là, je partais de Schaerbeek, j'allais à Evere, d'Evere j'allais à Ixelles, d'Ixelles je retournais à Evere, d'Evere je revenais à Schaerbeek, avec un enfant derrière moi, et je me suis dit, c'est sympa, mais moi j'ai quand même envie d'arriver dans un état plus ou moins potable au travail, et donc effectivement j'ai passé le cap. Mais moi ça a changé complètement ma manière de me déplacer à Bruxelles, dans le sens où j'ai vraiment pu faire des trajets que je n'aurais pas fait à vélo, j'ai pu les faire à vélo. Donc voilà, donc oui, pour les familles, pour les personnes qui débutent, d'abord il y a de plus en plus d'aménagements qui sont appropriés pour le vélo, qui sont de meilleure qualité aussi par rapport au début. Et puis il y a toujours cette question du nombre. Plus il y a de cyclistes, plus il y a d'aménagements. Ça, il y a pas de secret. Et donc plus on est nombreux et plus on aura de place dans cette circulation. Donc je pense qu'on a tous intérêt à y aller. Et puis effectivement, se passer de la voiture, je pense que c'est vraiment un vrai bonheur de pouvoir se dire qu'on n'en a pas besoin en fait. Même si parfois on en a vraiment besoin et qu'on doit pouvoir accepter ça aussi, on ne doit pas non plus devenir des irréductibles du vélo et refuser la voiture à tout prix, parce que voilà, elle a quand même une utilité, même si elle a été un petit peu exagérée ces dernières années, enfin ces dernières décennies on va dire. Est-ce que tu reviendrais en arrière pour quelque chose? Non, mais non, je peux pas revenir en arrière, non. D'ailleurs je continue à avancer. Voilà, après revenir en arrière sûrement pas, mais rester juste par rapport à mes besoins et l'énergie disponible en fait. Voilà, je ne peux pas imaginer de me mettre en difficulté majeure parce que je veux absolument respecter toutes mes règles de vie. C'est pas là que j'en suis en fait. Je suis plutôt à essayer de trouver les règles qui correspondent le mieux à ce qui est juste, mais tout en étant quand même réalisable. C'est déjà pas mal en fait. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire en se respectant et en étant dans une vie qui fonctionne bien. Merci beaucoup en tout cas Isabelle pour ton accueil et pour ton partage. Avec plaisir. Merci à vous. Nous voilà à l'école communale de Godine. Elle fait partie des 16 écoles qui ont participé au projet Émile le Serpent Mobile en mai 2022.
À travers ce projet, la SBL Empreinte lance un défi aux élèves. Être un maximum à adopter un mode de transport durable pour se rendre à l'école. Grâce à un comptage quotidien, l'école voit évoluer les trajets à vélo, à pied, en transport en commun ou en covoiturage. Je vais prendre le journal de classe et on va faire tout de suite le petit sondage sur Émile. Le serpent mobile. Alors, qui est venu à pied aujourd'hui? Oh, Eden, Seven et Clément. Qui est venu en vélo? Monsieur Van Cowenberg, le directeur de l'école, nous accueille en fin d'année scolaire pour faire le bilan de cette première participation à l'action Émile, le serpent mobile. Bonjour Monsieur Van Cowenberg, je prononce bien, bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter votre établissement? Ah oui, volontiers. Donc moi je suis ici depuis 2 ans comme directeur. J'étais avant dans des fonctions de direction dans le secondaire, dans un gros lycée. Ici actuellement nous avons environ 160-170 élèves qui vont de la première accueil à la 6e primaire. Donc vous avez participé au projet Émile le serpent mobile de l'SBL Empreinte. D'où est venue cette idée? J'ai croisé sur Internet des différentes propositions qui nous invitaient à participer à ce genre d'activité. Et comme la commune et moi-même sont fort sensibles justement à cette problématique-là, il n'a pas fallu réfléchir bien longtemps avant d'embrayer directement. C'est votre première participation au défi ou vous l'avez déjà fait? C'est la première participation ici. Ici en mai 2022. Oui, tout à fait. Vous pouvez expliquer un petit peu le principe de l'action? Dans un premier temps, c'est facile. On regarde un petit peu quelles sont les habitudes, les us et coutumes des élèves et surtout de leurs parents dans le cadre des déplacements vers l'école. On les sensibilise à tout ce qui est mobilité douce, vélo, marche à pied, utilisation de moyens de transport. Et puis voilà, pendant une dizaine de jours, on observe l'évolution des moyens de transport utilisés, de manière à regarder si effectivement, dans le cadre d'un grand jeu, davantage d'élèves utilisent ce type de mobilité douce. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Chaque jour, il y a un comptage? Chaque jour, il y a un comptage. Chaque jour, l'institutrice regarde un petit peu qui s'est déplacé comment, en tenant bien sûr compte de la problématique de la météo. On a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie. C'était à l'époque où il a fait particulièrement sec. Donc la pluie n'est pas venue gâcher l'expérience ici. Et puis voilà, et puis il y a une émulation naturelle qui se crée. Et on observe effectivement davantage d'élèves qui n'utilisent plus la voiture. Et les enseignants ont tous joué le jeu? Ils étaient emballés par le projet? Oui, ça ne demande pas énormément d'investissement au niveau des enseignants. Les enseignantes les plus motivées, développeront un petit peu plus la problématique. Les autres aideront le dynamisme général de l'école, dans ce mouvement qui est profitable à tous. Et donc, ça a été un succès, cette première édition? Oui. Il y a juste quelque chose qui est fort dommage, c'est que quelque temps après l'expérience elle-même, on procède à un autre recomptage pour voir si ces changements se sont inscrits dans le temps. Et je pense qu'on a trouvé le jour le plus pluvieux de l'année. Il y avait orage, il y avait tout, c'était le déluge. Donc ce jour-là, à moins de venir en palme, ça aurait été difficile d'utiliser de la mobilité douce. Et ce jour-là, ils sont tous venus quasiment en voiture, évidemment. Au niveau des enfants, l'engouement était au rendez-vous? Oui, plus ils sont petits, plus ils étaient motivés. Même les plus grands ont joué le jeu aussi. Le rack à vélo ne suffisait plus certains jours. On avait des vélos, on avait beaucoup plus de gens qui venaient à pied aussi. Est-ce qu'il y a eu des freins au projet? Non. Juste la météo? Oui, à part la météo, le dernier jour, le jour du recomptage après quelques semaines, mais sinon, non. Donc on est sur un bilan positif? Oh oui, vraiment. Il n'y a rien de... Vous allez remettre le couvert en septembre? On va essayer, oui, de manière naturelle. On a énormément de projets. Le but est d'essayer de pérenniser tout ce qui fonctionne bien. Vous avez d'autres projets au niveau éco-consommation ou mobilité dans l'établissement? Au niveau mobilité, uniquement dans l'établissement, non. Mais au niveau du quartier ici, avec la commune, oui. Le but est de diminuer considérablement le nombre de voitures qui viennent devant l'école en modifiant un tout petit peu la circulation et les rues avoisinantes ici.
Et au niveau éco-consommation, oui, on vient de remporter un autre projet vert pour installer des potagers, des zones d'observation des oiseaux, des classes extérieures, des haies fleuries, de manière, à sensibiliser les jeunes, leurs parents à toutes les problématiques vertes et autres. Quel contact vous avez eu avec l'ASBL Empreinte? C'était un suivi à distance? Oui, uniquement par courriel et par téléphone. Et ils vous ont donné des outils peut-être pour communiquer avec les parents ou... Oui, il y a eu les banderoles, les gommettes. C'était un plus. Ça a initié le projet, quoi. Oui, c'était bien visible. La banderole était placée à un endroit visible de tous. Et donc, voilà, les quelques parents qui n'avaient pas lu les mails ou les avis distribués s'en retournaient le faire parce qu'ils avaient vu justement qu'il y a quelque chose qui se préparait au niveau de la mobilité et voulaient être informés. Quand vous avez fait le bilan de l'opération, c'était plutôt des gens qui avaient abandonné la voiture pour le vélo ou la marche à pied, c'était ça? Quel est le mode de transport qui a eu le plus de succès? Le vélo et la marche à pied sont les deux modes qui ont été le plus choisis durant cette expérience. On a quelques élèves qui ont pris l'habitude maintenant de venir à vélo. On a un exemple cocasse d'un petit élève de 2e qui n'avait pas tout à fait bien compris le principe. Et comme il pensait que venir à vélo consommait moins que venir à pied, il est venu systématiquement à vélo avec les parents qui marchaient derrière. Mais il voulait faire de son mieux aussi. Donc voilà, on a réexpliqué un petit peu qu'il pouvait faire comme il voulait, mais que l'un ou l'autre, ça revenait un petit peu au même à ce niveau-là. Vous avez donc observé des élèves qui ont changé durablement de mode de transport? Oui, parce qu'il faut savoir qu'en parallèle avec ça, nous avons organisé une journée de sécurité routière, 2 journées même pour être précis, avec une autre ASBL Pro Vélo, de manière à favoriser l'utilisation du vélo pour se rendre à l'école. Et l'action d'Émile le Serpent Mobile et le développement du vélo avec l'obtention du brevet cycliste en 5e primaire, le tout tend à augmenter quand même le nombre d'élèves qui maintenant naturellement viennent à vélo. On a même des élèves plus petits qui, habitant à proximité immédiate, ont reçu l'autorisation des parents de venir à l'école en vélo ou de retourner à l'école par le même moyen. Le brevet du cycliste de Pro Vélo, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le principe? Oui, tout à fait. Donc, il y a une sensibilisation à la sécurité routière, l'explication justement d'une partie du code de la route, un entraînement à proximité de l'école à vélo avec des gens de l'ASBL et le dernier jour, un circuit à effectuer seul en respectant bien sûr toute la législation, tout le code de sécurité avec des observateurs qui sont placés tout le long du circuit pour remettre à la fin de ce petit stage la fameuse attestation tant attendue de sécurité routière liée au vélo justement, l'attestation du cycliste. Est-ce que tout le monde a eu son brevet? Tout le monde a eu son brevet. Super. Un très grand merci en tout cas de nous avoir reçus et d'avoir pris du temps. Un grand merci d'avoir organisé ce genre d'action particulièrement intéressante dans les écoles. Le projet Émile le Serpent Mobile recommence le 19 septembre 2022. À l'heure d'enregistrer ce podcast, 25 écoles sont d'ores et déjà inscrites au projet d'empreinte. Voilà qui clôture ce 4e épisode d'EcoConso et vous. Sur notre site ecoconso.be, vous trouverez une foule d'infos au sujet de la mobilité active, la sécurité à vélo, mais aussi des pédibus et vélobus pour se rendre en groupe à l'école. On se retrouve en octobre pour un nouvel épisode. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. N'hésitez pas à continuer l'expérience en visitant notre site ecoconso.be/génération et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter pour suivre nos actus et notre campagne Génération Éco-Conso et échanger avec d'autres familles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.